Théodore Wiesengrund Adorno, théorie esthétique. Dernier écrit d'Adorno, l'un des fondateurs de l'école de Francfort. Démarche marxiste et non dogmatique, l'art est déchiré, inutile et asocial. L'industrie culturelle se dissout dans la consommation. La convergence entre l'art et la philosophie se réalise dans la critique de la société capitaliste. Le sursis de l'art dépend de la vivacité du souvenir de la souffrance accumulée au cours de l'histoire. L'absolue liberté de l'art entre en contradiction avec l'état permanent de non-liberté du tout. L'art puise son concept dans la constellation de moments qui se transforment historiquement et se ferment à la définition. Bien des œuvres se métamorphosent en art à travers l'histoire alors qu'elles n'en étaient pas. Au propre concept d'art est mêlé le ferment de sa suppression. Selon le mot de Arnold Schoenberg, on peint un tableau et non ce qu'il représente. Toute œuvre d'art aspire d'elle-même à l'identité avec soi. Les œuvres d'art sont des copies du vivant empirique. Le caractère ambigu de l'art, comme autonome et comme fait social, se répercute constamment sur le champ de son autonomie. La liberté des œuvres d'art se trouve être la ruse de leur raison. Toute œuvre d'art est un moment. Réponse à leurs propres questions, l'art est l'antithèse sociale de la société. L'art a des racines psychanalytiques dans l'imagination. Désir de l'œuvre de construire un monde meilleur, libérant la dialectique totale alors que la conception de l'œuvre d'art comme langage purement subjectif de l'inconscient, est totalement incapable de le faire. En réalité, dans les œuvres d'art, plus on y comprend quelque chose, moins on jouit des œuvres. L'œuvre d'art excite le consommateur par son caractère sensuel, marchandise où la fausse relation à l'art est étroitement liée à l'angoisse de la possession. Représentation fétichiste susceptible d'être détruite par la réflexion, comme la Renaissance suivie après une période ascétique, l'impressionnisme correspondit à une réaction anti-victorienne. Par la satisfaction sensible, l'apparition essentielle à l'œuvre d'art se replie sur elle-même. Pour Alban Berg, le fait que les charnières ne soient pas visibles dans la charpente et la colle n'ait pas d'odeur constitue une parcelle d'objectivité. Pour l'art moderne, depuis Baudelaire et Tristan, constitue véritablement une sorte d'invariant du modernisme. Triomphe de l'être pour autrui, où la lettre de Lord Chandos est restée célèbre, Hofmannsthal, comme premier et pénétrant témoignage. La création littéraire s'est retranchée dans l'abandon sans réserve au processus de désillusion qui détruit le concept du poétique. C'est ce qui rend irrésistible l'œuvre de Beckett. L'art ne réagit pas à la perte de son caractère d'évidence uniquement par des modifications concrètes de son comportement et des procédures, mais en secouant le joug que constitue son propre concept. L'ancienne affinité contemplateur-contemplé est renversée. L'œuvre d'art simple factum, on brade comme marchandise le moment mimétique incompatible avec toute essence chosale. L'œuvre d'art est disqualifiée, véhicule de la psychologie du spectateur, chose parmi les choses. L'industrie culturelle exploite le mécanisme, s'accroît le besoin d'art des masses, mais n'assure pas sa survie. L'art correspond à un besoin social manifeste, devenant une entreprise gouvernée par le profit. Rien n'est aussi préjudiciable à la connaissance théorique de l'art moderne que sa réduction à des ressemblances avec l'art antérieur. Depuis le grand capitalisme, le nouveau occupe une place primordiale. La position de l'art contemporain vis-à-vis de la tradition, qu'on lui reproche d'être une perte de tradition, est conditionnée par le changement interne de la tradition elle-même. La réflexion un peu simpliste de Schoenberg, celui qui ne cherche pas ne trouve pas, sert de slogan au nouveau. Au sein des ismes, on distingue clairement la valeur des différents artistes, bien qu'au début ceux qui portent trop visiblement les caractéristiques de l'école sont facilement surestimés.
L'histoire domine complètement les œuvres, même celles qui la nient. L'art nouveau fait valoir le moment même jadis caché du réalisé, du fabriqué. L'art radicalement élaboré se réduit au problème du processus de son élaboration. Ce qui ne semble pas élaboré l'est à plus forte raison. Des grands drames de Shakespeare, on ne peut guère extraire un message. Le contenu en tant que négation de l'idée absolue, le nouveau et le désir du nouveau. L'art doit et veut être utopie, d'autant plus radicalement que le réel empêche l'utopie. L'art qui se tourne vers la société est quelque chose de social. L'art moderne doit se montrer à la hauteur de la grande industrie. Les œuvres d'art se critiquent mutuellement cela et non la continuité historique de leur dépendance. Une œuvre d'art est l'ennemi mortel de l'autre. L'unité de l'histoire de l'art a la figure dialectique d'une négation déterminée. Selon Baudelaire, le monde a perdu son parfum et depuis sa couleur. Ce qui passe pour laid, ce qui est rejeté par l'art en marche vers son autonomie, et ce qui est historiquement vieilli, ce qui est en soi-même médiatisé. Réflexion de Nietzsche selon laquelle toutes les bonnes choses ont été un jour mauvaises, point de vue partagé par Schelling sur la terreur originelle. Le contenu aboli et restauré et sublimé en imagination et en forme. La beauté n'est pas le pur commencement à la manière platonicienne, mais a pris forme dans le refus de l'ancien objet de la crainte qui ne devient laid que par ce refus. La beauté et le sortilège ensorcelé, on peut admettre que le beau a plutôt pris naissance dans le laid qu'inversement. Les œuvres d'art projettent le cruel dans sa nudité dès que leur sortilège s'effondre. L'art constitue un moment du processus de ce que Max Weber appelait le désenchantement du monde impliqué dans la rationalisation. Les aspects irrationnels du surréalisme provoquèrent la surprise et luttèrent contre la violence, l'autorité et l'obscurantisme. Le fait que le fascisme considère toute intelligence comme moyen en vue d'une fin dévora tout. L'œuvre d'art, produit humain, est dans le langage kantien chose en soi. L'art n'est pas comme voulait le faire croire l'idéalisme, la nature, mais il veut tenir la promesse de la nature. Sur la voie de sa rationalité, l'humanité perçoit dans l'art ce que la rationalité oublie et ce à quoi fait appel sa réflexion seconde. Le beau naturel est trace du non-identique dans les choses sous le sortilège de l'identité universelle. Si le langage de la nature est muet, l'art s'efforce de faire parler ce silence. La beauté de la nature tient au fait qu'elle semble dire plus qu'elle n'est. Dans toute œuvre naïve apparaît quelque chose qui n'est pas. Les procédés latents dans les œuvres d'art qui apparaissent dans l'instant, historicité interne, constituent leur histoire externe sédimentée. L'immanence des œuvres d'art s'illumine dans leur apparition sensible. Dans l'esthétique d'Hegel, l'objectivité de l'œuvre d'art était objectivité transformée en son altérité et en même temps vérité identique de l'esprit. La réflexion de Hegel, la science de l'art nous est plus nécessaire que l'art même, provient d'une vision hiérarchique des rapports des domaines spirituels entre eux. Le moment chaotique et la spiritualisation radicale convergent dans le refus de la platitude des représentations bien ouvragées de l'existence. La critique du jugement contient une indication selon laquelle une intuition esthétique est un concept aporétique. L'analyse du beau s'applique au moment du jugement de goût. Kant dit qu'il a cherché à juger sur quoi dans sa réflexion porte la puissance de juger, le jugement de goût étant toujours en rapport avec l'entendement. Cela contredit la thèse de l'agréable, universel, sans concept. D'une part, Kant traite le jugement de goût comme une fonction logique, d'autre part, l'œuvre d'art doit se présenter sans concept, comme pure et simple intuition, comme si elle était extra-logique. Cette contradiction est inhérente à l'art, même en tant que contradiction entre son essence spirituelle et son essence mimétique. La doctrine de l'intuition est fausse car elle attribue phénoménologiquement à l'art ce qu'il ne réalise pas.
L'émancipation du concept d'harmonie se révèle comme révolte contre l'apparence. La dialectique de l'art moderne est dans une large mesure volonté de se débarrasser du caractère d'apparence. Il est manifeste que le caractère d'apparence immanent des œuvres ne peut être libéré d'un aspect de l'imitation du réel et donc de l'illusion. La cohérence de sens, l'unité est artificiellement réalisée par les œuvres d'art car elle n'est pas, et en tant que telle, nie l'être en soi. La dissonance et vérité de l'harmonie, suspension historique de l'harmonie esthétique dans son ensemble, le déploiement de l'art et déploiement d'un quiproquo. Les valeurs d'expression des œuvres d'art cessent d'être immédiatement celles du vivant. L'art nouveau s'efforce de transformer le langage communicatif en un langage mimétique. La mimésis dans l'art, c'est le pré-spirituel, le contraire de l'esprit et en retour ce dont à partir de quoi il s'illumine. L'esprit est devenu dans les œuvres d'art principe de construction. Toutes les œuvres d'art et l'art en général sont des énigmes. C'est la raison pour laquelle l'étude des Béotiens est intéressante, car le caractère énigmatique de l'art aboutit dans leur cas à la négation totale de l'art, devenant critique extrême en tant que conduite défectueuse, support de sa vérité. Le rébus répète sous forme de jeu ce que les œuvres d'art réalisent avec sérieux. Les œuvres d'art ne sont langage qu'en tant qu'écriture. Les œuvres d'art sont énigmatiques, non pas d'après leur composition, mais d'après leur contenu de vérité. Les œuvres transcendent le contenu spirituel par la rigueur logique de leur structuration. Elles se transcendent par leur réalisation, sublimation et liberté s'accordent mutuellement. La perspective historique d'un déclin de l'art et l'idée de toute œuvre particulière. L'art est contraint par la réalité sociale. La formule paradoxale de Kant selon laquelle doit être appelé beau ce qui possède une finalité sans fin exprime dans le langage de la philosophie transcendantale subjective ce fait avec cette fidélité qui ne cesse d'éloigner les théorèmes kantiens du contexte méthodique dans lequel ils apparaissent. La difficulté à isoler la forme est conditionnée par l'imbrication de toute forme esthétique et du contenu. L'art est défini tout simplement par identification à la forme esthétique et l'organisation objective de tout ce qui est à l'intérieur d'une œuvre apparaît comme langage cohérent, déploiement de la vérité. L'art aujourd'hui accompli par la négation conséquente du sens en rendant justice au postulat qui constituait jadis le sens des œuvres. L'œuvre admet en elle les ruines de l'empirique et reconnaît la rupture en la transformant en effet esthétique. L'art entame ainsi le procès dirigé contre l'œuvre d'art considérée comme cohérence de sens. Les œuvres d'art sont affranchies des conceptions de l'harmonie et de la symétrie, la forme se constituant que comme élément différent, que comme différence vis-à-vis du non-identique. Selon la doctrine kantienne, l'esthétique est essentiellement constituée par le jugement de goût subjectif. Le canon de l'œuvre est la validité objective du jugement de goût qui ne se garantit pas et est néanmoins rigoureuse. Pour Kant, même l'esthétique est placée sous le primat de la logique discursive. Le soutien le plus puissant de l'esthétique subjective, la notion de sentiment esthétique, résulte de l'objectivité, non inversement. Dans toute œuvre d'art, et pas seulement dans l'aporie de la puissance de juger réflexive, se noue le nœud de l'universel et du particulier. Tant que le concept de nécessité comme constituant du jugement esthétique n'est pas en soi réfléchi, il répète simplement le mécanisme de détermination de la réalité empirique. L'esthétique kantienne est ambiguë et irrémédiablement exposée à la critique hegelienne. Plus le contemplateur y met du sien, plus l'énergie avec laquelle il pénètre dans l'œuvre d'art est considérable, plus il perçoit l'objectivité à l'intérieur. Les œuvres d'art ne sont œuvres d'art qu'en acte.
Dynamique immanente, l'expérience esthétique ressemble à l'expérience sexuelle. À son point culminant, la dialectique de l'universel et du particulier ne tombe pas seulement dans les puits de l'universel au milieu du particulier, elle brise également l'invariance des catégories universelles. Toutes les œuvres d'art sont paradoxales car elles ne se déroulent pas comme l'histoire, leur modèle secret. Le devoir d'une restitution authentique est par principe infini. La qualité d'une œuvre d'art est définie essentiellement par le fait qu'elle s'expose à l'incompatibilité ou qu'elle s'y dérobe. Les œuvres académiques ne valent rien car les moments que devrait synthétiser leur logicité n'engendrent aucune impulsion antagoniste et n'existent en fait absolument pas. Le contenu de vérité des œuvres d'art est l'écriture inconsciente de l'histoire. Le contenu de vérité est historique. Dans le jugement de l'histoire, la domination comme opinion dominante rencontre le déploiement de la vérité des œuvres. Chez Kierkegaard, l'ascendance du sublime se confond avec la nécessité pour l'art de ne pas surclasser les contradictions fondamentales, mais de les combattre en soi jusqu'au bout. Le tragique et le comique disparaissent dans l'art moderne et se maintiennent en lui dans leur déclin. Le principe d'individuation qui implique l'exigence du particulier esthétique n'est pas seulement lui-même universel en tant que principe, mais inhérent au sujet qui s'émancipe. Depuis des temps immémoriaux, l'art s'efforce de sauver le particulier, la particularisation progressive lui est immanente. Ce que Benjamin appelle l'élimination de l'indicible n'est rien d'autre que la concentration du langage sur le particulier, le renoncement à poser immédiatement ces universaux comme vérité métaphysique. Les œuvres produites dans la liberté ne peuvent s'épanouir sous la constante servitude sociale. La technique est constitutive pour l'art car elle résume que toute œuvre d'art est faite par des hommes et que son aspect artistique est leur produit. La technique n'est pas l'abondance de moyens, mais le pouvoir emmagasiné de se mesurer à ce que l'œuvre exige elle-même objectivement. Phrase clé des réflexions de Benjamin, on ne sait plus rêver de la fleur bleue. L'histoire de l'art moderne est rigoureusement identique à l'histoire philosophique, ce que Hegel appelait le déploiement de la vérité. Avant l'émancipation du sujet, l'art était plus directement quelque chose de social. Son autonomie, émancipation vis-à-vis de la société, était fonction de la conscience bourgeoise de la liberté qui elle-même était à son tour étroitement liée à la structure sociale. L'art est social par la position antagoniste qu'il adopte vis-à-vis de la société. Se cristallisant comme chose spécifique en soi, au lieu de s'opposer aux normes sociales existantes et de qualifier comme socialement utile l'art critique la société par le simple fait qu'il existe. L'art ne se maintient en vie que par sa force de résistance sociale. S'il ne se réifie pas, il devient marchandise. La forme agit comme un aimant qui organise les éléments de la réalité empirique d'une manière qui les rend étrangers au contexte de leur existence. Et social en art son mouvement immanent contre la société et non sa prise de position manifeste. Toute œuvre d'art authentique opère une révolution en soi. Fréquemment, le social et l'économique interviennent directement dans la production artistique. Ce qui est décisif dans les œuvres d'art sur le plan social revient à la part de contenu qui s'exprime dans leur structure formelle. Kafka codifie dans le rebut du monde administré ce qui arrive aux hommes placés sous l'emprise totale de la société. Chez Kafka, le fait que la forme soit le lieu du contenu social doit être concrétisé dans la langue. L'habitus linguistique de l'être ainsi et pas autrement est le moyen grâce auquel l'emprise sociale devient apparition. L'art n'est pas un complément culturel facultatif de la science, mais est lié critiquement à elle. La brutalité envers les choses est potentiellement une brutalité envers les hommes.
L'immanence de la société dans l'œuvre et le rapport social essentiellement de l'art, non pas l'immanence de l'art dans la société. La surtension idéologique confère directement à l'œuvre son contenu de vérité non idéologique, qualité authentique que Nietzsche admirait. Le caractère bourgeois tend profondément à s'en tenir à la médiocrité au détriment d'une compréhension meilleure. La conscience moyennement cultivée s'en tient obstinément au « ça me plaît », en souriant, cyniquement embarrassé sur le fait que la camelote culturelle est spécialement fabriquée pour duper le consommateur. L'art doit être un hobby, confortable et facultatif. Le tableau de Picasso Guernica, par une rigoureuse incompatibilité avec le réalisme prescrit grâce à une construction inhumaine, acquiert cette expression qui accuse son caractère de protestation sociale par-delà tout malentendu contemplatif. Le noble devient mauvais et lui-même vulgaire lorsqu'il se pose comme tel, car jusqu'à aujourd'hui, rien n'est noble. L'effet des œuvres d'art est celui du souvenir qu'elles attestent par leur existence. Aucune œuvre d'art ne peut socialement être vraie, si elle n'est pas également vraie en elle-même. L'art est apparenté à la paix, moment de dislocation qui devient la vérité de l'art. L'individuation est loi sociale, la société ne pouvant s'expérimenter qu'individuellement. L'on possède son autre dans sa propre immanence, parce que celle-ci, comme le sujet, est en soi médiatisée par la société. Que deviendrait l'art en tant qu'écriture de l'histoire s'il se débarrassait du souvenir de la souffrance cumulée? Merci.